Bon, ça c'est le travail que j'avais. Je vais faire menu fichier assemblage pour faire un dossier d'assemblage. Voilà, puis je vais aller voir sur le disque dur. Il vient de me faire donc le dossier d'assemblage. Vu que vous n'êtes pas dans la version 2017 de InDesign, vous devrez ouvrir le .idml parce que le INDD vous fera un message d'erreur. Forcément, c'est un INDD pour la version 2017. Donc je vous le mets sur un serveur externe, le dossier zippé que vous allez pouvoir télécharger et dézipper. À quelle adresse? Je vous le montre ici. Donc vous pouvez télécharger à cette adresse-là. Alors voilà, on a fait donc hier un système avec 3 boutons qui permettent de faire apparaître un seul des 3 textes qui sont superposés ici. Bon, c'était assez complexe alors qu'on n'a que 3 éléments à faire apparaître. Bon, imaginez faire un diaporama avec 12 photos, ce serait compliqué. Pour chaque bouton qui sert à faire apparaître une photo, il faudrait dire qu'il fait apparaître une des 12 photos et il en fait disparaître 11 autres. Et on aurait 12 boutons. Donc 12 fois 12 choses à régler. Ah, quand même un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a un système qui a été mis au point plus récemment qui s'appelle les états d'objets. Eh bien, on va tester ça. On va aller chercher, on va faire ça sur la page 2 et on va aller d'abord le faire dans un document à part, c'est mieux. Et on va le faire dans un document à part. Nouveau document. Un document auquel je vais donner une dimension. Ben déjà, je vais décocher page en vis-à-vis et je vais donner une dimension inférieure à la taille A4. Bon, je vais par exemple faire du 180 sur 180. Voilà. Ce nouveau document, je vais l'enregistrer sous le nom objet à état multiple, OEM. En fait, c'est l'abréviation. Ou MSO en anglais, vous allez rencontrer souvent ça. Multistate Object ou objet à état multiple. Ça, c'est le nom que je donne au document InDesign ici, puisque c'est ce qu'on va étudier. Alors, vous allez chercher des images sur le web. Trois images sur le web pour tester. Alors, prenez des animaux différents ou des choses différentes, enfin, parce qu'il va falloir les désigner, en fait. Donc, voilà.
Ah, de la viande à lasagne. Les critères spéciaux, Vous allez briser le cœur du jeu. Voilà, j'ai mes 3 images et je vais les importer sur la page. Pour qu'elles aient toutes les 3 la même dimension, je vais importer sous forme d'une grille. Donc, fichier importé. J'active les 3 images. Cliquez, glissez et jouez avec les flèches droite ou haut sur le clavier de manière à créer soit une rangée, soit une colonne. D'accord? Là, c'est une colonne avec la flèche haut. Non, c'est 3 rangées, pardon. 3 rangées. Et avec la flèche droite, c'est 3 colonnes. est-ce qu'il faudra enfoncer encore pour... Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà les 3 images qui remplissent leur bloc et les 3 blocs sont à la même dimension. Alors je vais les superposer tous les 3, donc je sélectionne les 3 et par la palette fenêtre, objet et mise en page, alignement, je vais les superposer parfaitement. Donc si j'en avais importé 12 ou 20, le principe serait le même pour les superposer rapidement, c'est bien. Donc les 2 boutons de centrage, et voilà, ils sont tous les 3 superposés. D'ailleurs dans la palette des calques, on va le voir que ils sont tous les 3 superposés. Et ils sont tous les 3, voilà, ils sont tous les 3 sur la page. Alors, je vais les positionner quelque part là. Il est encore temps, si je veux, en les sélectionnant toutes, de les redimensionner, bien sûr. Outil de transformation manuelle, poignée du coin, touche majuscule. Bon, on va faire quelque chose d'assez simple ici. Je vais les mettre juste comme ça. Et donc, en ayant les 3 images sélectionnées, je vais aller dans le menu fenêtre, objet interactif, état d'objet. Et là, on vous dit, cliquez sur le bouton nouveau pour faire de chaque objet un état indépendant. Bon, vous avez vos 3 images qui sont sélectionnées, vous cliquez là-dessus, et voilà, vous avez un objet qui est montré là par le pointillé. Objet à état multiple, voilà l'icône. Et vous avez 3 états parce qu'on avait 3 images. Bon, après avoir fait ça, on va faire des boutons. Donc, vous allez tracer un rectangle. Bon, je vais faire un rectangle allongé comme ça. Voilà. Le mettre ici en bas. Lui donner une couleur de fond. OK. Je vais le diviser en 3 par le menu fenêtre utilitaire script. Fenêtre utilitaire script. Et dans le dossier application samples, vous allez chercher le JavaScript qui sert à diviser un bloc en plusieurs autres. C'est le JavaScript MakeGrid. Donc, je vais faire 3 colonnes
et une rangée. Bon, ici on peut déjà déterminer si on veut la gouttière, mais je vais mettre 0 plutôt, parce que je vais gérer ça autrement après. Voilà, une rangée, 3 colonnes, 0 de gouttière, 0 de colonne, 0, la gouttière de rangée 0, la gouttière de colonne 0. Ok. Et voilà les 3 objets obtenus. Ce seront dans 3 boutons. Bien. Alors je vais mettre de l'espace entre les boutons. Je les sélectionne tous les 3. Et par la palette alignement, on va aller gérer ça. On a ici une option répartition de l'espacement. Vous pouvez indiquer utiliser l'espace. Et par exemple, si j'indique 5 mm et que je clique là-dessus, répartir l'espace horizontal, ben ça vous met 5 mm entre les blocs. D'accord ? Voilà, donc c'est réglable, on peut même diminuer et recliquer sur l'icône de l'espace entre les objets qui sont sur une rangée et ça met à jour. Ça c'est bien pratique, il faut connaître, ça peut être pratique. La palette alignement pour mettre de l'espace régulier entre les objets. Ok. Alors, les 3 boutons, je vais les repositionner. Voilà. Et je vais en faire vraiment des boutons. Donc, je les sélectionne tous les 3. Et dans le menu fenêtre, objet interactif, boutons et formulaire. Fenêtre, objet interactif, boutons et formulaire. Je vais dire que ce sont des boutons. Voilà, boutons. Je m'occupe du premier. C'est le seul qui est sélectionné. Et je vais lui mettre une action. Et son action, ça va être atteindre l'état. Atteindre l'état. Mais c'est forcément l'état d'un objet à état multiple qui est sur la page. Et lequel, il n'y en a qu'un seul. Donc ça, c'est facile à choisir. Mais quel état de cet objet à état multiple, ça va être le premier. État 1, voilà. Ok, si vous voulez, vous pouvez avec l'outil texte cliquer dans le bouton et indiquer ce qui va nous montrer. Voilà, dans mon cas, renard. Bon, on n'est pas obligé de faire ainsi le paragraphe. On peut faire par copier-coller sur les suivants aussi. Bon, ça c'est le premier. Ok, c'est bon. Vous avez maintenant le deuxième bouton. Et on va dire que lui va atteindre l'état numéro 2. Et le troisième bouton va atteindre l'état numéro 3. Atteindre, ça veut dire en fait afficher dans ce cas-ci. J'ai oublié le nom de cette bestiole, mais bon. Un caribou, je crois. Oui, ça doit être ça. Caribou. Le troisième que j'ai. Donc celui-là.
Et bien voilà, normalement, on a possibilité de déjà faire notre espèce de diaporama ici, en fait, grâce à ces boutons. On va enregistrer le document. Alors, voyons un peu si ça fonctionne. On va aller dans Objet interactif, aperçu de l'interactivité. Menu fenêtre, objet interactif, aperçu de l'interactivité. Et ben ça fonctionne. Vous voyez? Quand vous cliquez, évidemment, j'ai agrandi la boîte avec sa petite case en bas à droite. Quand vous cliquez, vous avez ce que vous voulez obtenir. Donc ça fonctionne, sans avoir dû faire trop de manipulation. Donc les objets à état multiple, c'est intéressant. Alors, on va exporter ça en PDF interactif. Fichier exporté, PDF interactif. Vous le faites passer plein écran. Dans ma boîte d'exportation, il y avait l'option ouvrir plein écran qui était cochée. Comme ça, d'office, quand on ouvre le PDF, il propose de le faire passer plein écran. Et quand vous testez dans le PDF interactif, ça ne fonctionne pas. C'est parce que les objets à état multiple ne sont pas exportables dans des PDF interactifs. Mais il y a une solution. Parce qu'ils sont exportables en SWF et un PDF interactif peut contenir un SWF. Donc l'astuce, ça va être d'exporter en SWF notre document et de le récupérer dans un document InDesign et d'exporter en PDF interactif et ça devrait marcher. Ici, en tapant dans Google, vous trouvez l'explication assez facilement. J'ai tapé ici InDesign Multiple State Objects. Oui, j'ai pas orthographié correctement, mais il me l'a quand même trouvé. Voilà, il m'a corrigé là. Not working in interactive PDF. Et je tombe sur un blog de Adobe qui explique ça. Qu'il faut en fait l'exporter en SWF, donc un site flash, et puis placer le WF dans le document. Ben, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, votre document, vous faites maintenant fichier exporter et vous choisissez de l'exporter en Flash Player, entre parenthèses SWF. Donc l'extension est SWF. Ça va être un fichier sur le disque dur. Bon, on n'a qu'une seule page dans notre document de toute façon. On est d'accord. On n'avait mis qu'une seule page. Oui, il n'y a qu'une seule page normalement. Bon, sinon, il va falloir préciser à l'exportation que vous exportez la page qui contient l'interaction, là. Hein, en faisant étendu 1. Ok, oui, il y a des paramètres avancés pour la compression des images. Ça, vous verrez après. Donc, j'exporte en SWF. Ça s'ouvre dans un navigateur web. Et là, quand on clique sur les différents boutons, on voit qu'il fonctionne. En fait, ce qui s'est ouvert dans le navigateur web, c'est un fichier HTML qui a été créé pour servir de support au SWF. On ne peut pas ouvrir le SWF directement dans le navigateur, il faut qu'il soit inclus dans une page HTML. C'est pour ça qu'en fait, oui, ça vient de vous faire à l'exportation une page HTML qui sert juste à visualiser le SWF dans un navigateur web. Voilà.
Si vous faites un clic droit, vous allez voir le code dans le navigateur et vous allez voir que il y a une intégration du SWF. Mais bon, peu importe, en tout cas, ça fonctionne en SWF. Donc ça ne fonctionne pas dans votre navigateur parce que le plugin Flash n'est pas installé. Ce n'est pas grave parce que dans le Acrobat Reader, le lecteur Flash est intégré, donc ça devrait fonctionner dans le Reader. Eh bien, on va aller dans notre autre document sur lequel on avait déjà fait sur la page 1 un système similaire mais à l'ancienne manière, ActionScript avec les boutons, donc on a dit que c'est un peu lourd. Et alors sur la page 2 qui est vide, je vais aller importer le SWF, donc fichier importé. Je clique et il arrive à la taille définie, c'était 18 sur 18, sinon c'est redimensionnable de toute façon. Ça peut être redimensionné avec l'outil de transformation manuelle. Et la touche majuscule, on peut le redimensionner parce que bon, il était un peu grand, il débordait sur les numéros qui de toute façon eux-mêmes sont trop grands, mais bon. Vous pouvez essayer de le redimensionner si vous voulez avec l'outil de transformation manuelle, le SWF. Ben, on va exporter en PDF interactif. Donc je vais sur la page 2 et on ne voit rien du tout. En fait, il y a plusieurs problèmes qui sont là. Il y a plusieurs problèmes. Alors, de retour dans InDesign, dans Objet, menu fenêtre, Objet interactif, multimédia. On va dire que ça doit se lancer au chargement de la page. Lire au chargement de la page. Bon. Eh bien, j'enregistre dans le Acrobat Reader, mon PDF est fermé. Je réexporte. Ok. Alors regardez, plutôt que de le faire à chaque fois avec moi, regardez je vais quand même l'enregistrer sous un nouveau nom parce que là, il fait un truc bizarre. Ah, quand même. Ok, donc, est-ce que chez vous, vous avez vu l'image ou pas? Quand vous êtes dans le PDF, non, vous ne l'aviez pas? Bon, ben apparemment, chez moi, maintenant, ça fonctionne, mais j'ai dû enregistrer le document sous un nouveau nom et réexporter. Et là, dans le Acrobat Pro, ça a fonctionné. Il fallait mettre un multimédia.
Voilà. Alors ici, autre problème, c'est que ça ne fonctionne pas dans le PDF, mais ça n'est pas de la faute du SWF, c'est parce que par-dessus tout, on a un bouton qui empêche d'avoir accès aux boutons qui sont là en dessous. Donc, regardez la suite. Donc non seulement il a fallu, en sélectionnant le SWF dans le panneau multimédia, dire qu'on le lie au chargement de la page. Ensuite, il a fallu que j'enregistre le document InDesign sous un nouveau nom, que je réexporte le PDF sous un nouveau nom aussi. Et là, finalement, il apparaît dans le PDF, le SWF apparaît dans le PDF, on le voit, mais il n'est pas utilisable. Et on a en fait un grand bouton qui est par-dessus tout. D'ailleurs, on le voit ici en bas à droite, l'icône. Alors, je vais retourner dans la palette page. Je double-clique sur le gabarit A. Et dans la palette des calques, je vais repérer où se trouve ce grand bouton. Il ne veut pas se laisser sélectionner, c'est certainement qu'il est verrouillé sur un des calques. Le voilà. Dans le calque navigation, on a le grand rectangle et je l'avais verrouillé. Voilà. Donc là, il est sélectionnable. Je l'ai donc déverrouillé dans le gabarit sur son calque, donc navigation. Maintenant, je retourne sur ma page 2. Et sur la page 2, je vais pouvoir le désolidariser par rapport au gabarit avec la touche CTRL majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, en cliquant sur le bord du bouton. Il est déverrouillé, ce qui me permet de le supprimer spécifiquement sur cette page 2. Pas sur les autres, mais sur cette page 2, il est supprimé. Quand je réexporte, donc, ça devrait, je vais peut-être par sécurité enregistrer le document sous un nouveau nom et réexporter en PDF interactif. Ici, j'ai spécifiquement dit, pour que ça aille plus vite, que je n'exporte que la page 2, en fait. Étendue 2. Vous voyez que j'ai aussi coché l'option ouvrir en mode plein écran, comme ça, normalement, il devrait me proposer de l'ouvrir en mode plein écran. Une fois que c'est exporté. Voilà, c'est ce qu'il fait. Je réponds oui. Voilà la page 2. Et ça fonctionne. Donc, très bonne astuce de pouvoir exporter en SWF. Il y a certaines choses qui ne fonctionnent qu'en SWF pour des sites flash. Mais vu qu'on sait les importer dans le document InDesign et qu'un PDF peut les contenir, voilà, on contourne le problème. Bon, si vous n'avez pas le flash qui permet de faire ça, essayez de le réinstaller. Comment on fait pour supprimer Bon, le flash, le SWF, c'est vrai que ça devient de moins en moins courant. Bon, je vais tester pour ce document ici qui contient l'objet à état multiple, je vais tester le Publish Online pour voir si les objets à état multiple passent sur le serveur Adobe quand on fait un Publish Online. Bon, je vais appeler ça MSO Test. Et je vais uniquement exporter la page 2. Voilà. Ah. Il n'y a pas de page 2 puisque je suis sur le document de départ qui n'a que la première page. Donc oui, dans ce cas-ci, c'est idiot ce que je fais. Il n'y a qu'une seule page dans ce document-là. Ok. Voilà, c'est en train de transférer vers le serveur de Adobe qui sert donc à montrer des documents InDesign. Ça, c'est une nouveauté de InDesign, donc cette possibilité de mettre les documents InDesign accessibles en ligne. Ça peut être pratique pour montrer à un client le document en cours d'élaboration.
Et voilà, et il fonctionne sans problème. Donc je suis sur l'adresse ici, sur le serveur de Adobe, avec le document publié. Bon, si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, je vais vous faire une adresse raccourcie, comme ça vous pourrez regarder. Voilà. Ça, c'est l'adresse à laquelle vous allez avoir accès au document. Mais donc, intéressant de voir que ça fonctionne même sur quelque chose qui est publié en ligne. Et là, ça passe partout. Pas besoin de flash. Alors ici, je vais exporter encore d'une autre manière cette page. Je vais l'exporter en HTML5. Ça, vous n'avez malheureusement pas, mais je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est la boîte d'exportation HTML5 de In5. In5 c'est le produit et Ajar, A-J-A-R, c'est l'éditeur. Bon, il va falloir que je me replonge là-dedans pour... oui, je vais plutôt faire comme ça. Comme ça. On va voir. Il y a plein de choses, hein. Même la possibilité de faire des applications pour les tablettes. Alors, je vais aller voir dans mon dossier export HTML. Donc, il y a le HTML qui est ici, avec dedans la page index, avec une seule page du document. Et si j'avais eu plein de pages dans mon document InDesign, j'aurais une page HTML pour chaque page de mon document InDesign. Ça, c'est les images utilisées par les pages. Et je double-clique sur index.html, et voilà. Et il y a des choses qui ont bougé. Mais techniquement, ça marche. Donc, il y a juste un petit problème. Donc, il y a les boutons qui se sont superposés aux images. Et donc, ça, il faudrait revoir la mise en page et refaire des tests. Mais bon, techniquement, c'est du HTML5 et ça marche. Après, si on sait modifier le code, si on est un peu débrouillard, on sait aussi, sur les pages exportées, modifier le code pour repositionner les éléments. Pourquoi est-ce qu'il les a positionnés comme ça? Une bonne question. C'est quand même pas si compliqué que ça. Et il a un peu foiré, là. Ouais, sauf que l'interactivité fonctionne. Bon. Ça dépend peut-être également du type d'exportation que je demande en fait. Ok, là ça marche. J'ai juste demandé, à la place d'un export liquide, j'ai demandé un export slider horizontal et il me fait exactement ce qu'il doit faire là. Donc, évidemment, au niveau de la dimension, il faut régler ça aussi, hein, parce que ma page ici est toute petite, forcément. Il vaut mieux quand on fait ça, mettre les dimensions en pixels dans InDesign et déterminer ce qu'on veut comme dimension. Une fois que c'est ouvert dans le navigateur. Bon. Pas mal ça.
Donc vous pouvez faire des sites web avec InDesign, avec plein de pages, de l'interactivité, des animations, des vidéos, du son, des boutons. Sans connaître le code, ça va vous faire des sites web. C'est toujours mieux de connaître le code pour pouvoir aller tripatouiller un peu et comprendre ce qui se passe quand il y a des choses à corriger, mais techniquement, c'est génial de pouvoir faire de l'export HTML5. C'est un peu le même système qu'Adobe News, du coup. Bah oui, on est à partir de là, on est à peu près dans la même logique qu'avec Adobe News, c'est-à-dire qu'on fait des sites web facilement, quoi, sans devoir mettre les mains dans le cambouis, dans le code. Alors, les vidéos dans InDesign, dans des PDF interactifs. Et oui, c'est les trois petits cochons, le vieux film. Bon, ici, je tape dans Google, par exemple, Wolf, public domaine entre guillemets. Mais c'est pas vraiment obligatoire parce que de toute façon, dans les outils ici, je vais demander d'avoir comme source archive.org avec des vieilles vidéos du domaine public. Donc Wolf, public domaine, c'est juste un exemple, vous pouvez taper un autre mot si vous voulez. Et évidemment, si vous avez les outils qu'il faut pour télécharger de YouTube des vidéos libres de droit, vous pouvez aussi, enfin non, c'est interdit par YouTube de télécharger, mais voilà. Donc Wolf, public domaine, je vais dans la partie vidéo. J'ai demandé ici source archive.org. J'aurais pu choisir plein d'autres choses. Il y a plein d'endroits sur le web où il y a des vidéos gratuites. Et donc, quand vous contrôle-cliquez sur le premier lien qui vient là, vous avez une petite vidéo de 6 minutes qui ressemble à ça et la possibilité de le télécharger. Mais c'est ce qu'on va faire, on va télécharger. Donc, télécharger la version MPEG 4. OGG vidéo, on en a déjà parlé du OGG, c'est pour les smartphones, les tablettes, les appareils mobiles en fait. Et comment est-ce qu'on fait quand on fait un site web avec de la vidéo qui va être lue à la fois sur ordinateur et sur smartphone? On met tous les formats disponibles en fait. La vidéo porte le même nom, mais l'extension va être différente. Il va y avoir différentes versions de la vidéo. Il faut qu'elle porte le même nom. Mais il y aura un point OGG, un point MP4, et en fonction de la plateforme, ça va être automatiquement sélectionné. C'est pas aussi simple que ça, il y a moyen de contrôler ça, mais voilà, sachez-le, pour les appareils mobiles, ce sont des formats spéciaux. Mais donc ici, on va prendre le MP4, et donc ça devrait télécharger dans votre dossier de téléchargement assez vite. Ça le lance. Alors on verra également comment intégrer une vidéo qui reste sur YouTube ou qui est sur un serveur. Une vidéo qui est sur YouTube ou une autre qu'on a mise sur un serveur qui va permettre d'avoir un PDF qui est léger parce que la vidéo n'est pas réellement dans le PDF. Elle est en dehors du PDF sur un serveur. L'intérêt d'avoir la vidéo sur le serveur, c'est que je peux même la changer en cours de route. Et les gens qui ont le PDF en leur possession, d'une fois à l'autre, quand ils retournent dans le PDF, ils peuvent voir quelque chose de différent même. Si la vidéo est sur le serveur, vous comprenez? Elle est externalisée sur un serveur que vous maîtrisez. Et les gens ont votre PDF qui pointe vers une vidéo qui porte un certain nom sur le serveur. Mais si vous changez le contenu de la vidéo sur le serveur, ils voient quelque chose de différent à chaque fois. Et ça peut être intéressant pour des publicités, par exemple. Enfin, le nombre de choses à faire est assez incroyable au niveau de l'interactivité avec les logiciels Adobe. Bon, donc je suis sur mon document avec les pages horizontales et sur la page 3, je vais aller travailler les vidéos. Donc la vidéo que j'ai téléchargée, je l'ai mise dans le dossier interactivité, le dossier d'aujourd'hui. D'accord, donc vous avez dû... où est-ce qu'il est? Sur Windows, j'ai dû faire un clic droit à cet endroit-ci pour forcer le téléchargement. Sinon, ça s'ouvrait dans une nouvelle fenêtre. Bon.
c'est bien du MP4. Enfin, Donc voilà le lien pour télécharger tout mon dossier tel qu'il est actuellement. Et donc tu devras ouvrir le point IDML puisque ça vient de InDesign 2017 et que vous travaillez dans 2015. Le document contient le Donc sur la page 3, on va aller importer la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a comme calque ici? On a un calque élément interactif, c'est plutôt sur celui-là que je vais aller mettre les choses. Les autres calques sont verrouillés. Bon. Oui. Donc quand on travaille sur la page 3, on voit qu'il n'y a rien dans le calque élément interactif. Et je vais importer la vidéo. Fichier importer. Le MP4. Si ça ne marche pas en MP4, on le convertira en QuickTime, en .mov, ce qui est un format qu'on appelle un format encapsuleur, parce que ça ne code pas vraiment la vidéo, mais ça l'enrobe dans du code, le .mov. Bon, alors voilà, fichier importé. La vidéo est dans le curseur, je clique et elle arrive avec la dimension pré-réglée. OK. Alors on va aller dans le panneau multimédia, menu fenêtre, objet interactif multimédia. Et alors là, on va dire lire au chargement de la page. Il y a possibilité de lire en boucle, mais pas dans un PDF. Dans un PDF, il faudra créer la boucle. Si vous avez une petite vidéo d'1 seconde et vous voulez la faire fonctionner en boucle, il faudra faire une vidéo plus longue. Dans Photoshop, par exemple, qui peut traiter de la vidéo et multiplier une vidéo en boucle avec des effets d'aller-retour. La vidéo joue dans le bon sens, puis la fois suivante dans le sens inverse, puis la fois suivante dans le bon sens. Enfin voilà, dans le PDF, enclencher la boucle pour la vidéo, c'est pas possible. Eh bien, on va tester déjà ça. Donc, vous allez exporter uniquement la page 3, fichier exporté, PDF interactif, étendu page 3, Ça, c'est pas enfin enregistré. alors qu'est-ce qu'il me fait là? Il m'a fait la 2. Bon, pourtant je suis sur la 3. La vidéo a été mise sur la page 3 et c'est vraiment la page 3. Bon, je recommence. J'ai dû foirer. Étendu 3. C'est qu'il était déjà ouvert dans Acrobat sans doute. Ok, ça marche. Voilà, et donc la vidéo se lance toute seule dès qu'on arrive sur la page. Mais il n'y a pas de contrôle, rien du tout. On peut mettre le temps qu'on veut, la vidéo. Au niveau du temps et de la précision de la vidéo, il n'y a pas de limite, mais ça va. Si elle est incluse dans le PDF, il va être très lourd. Donc, il faut parfois la mettre sur un serveur. On va tester ça, la mettre sur un serveur aussi. Donc, ce qui se passe chez toi, c'est que quand tu joues la vidéo, elle est beaucoup plus grande parce qu'en fait, tu as chargé une vidéo qui était très grande quand tu l'as amenée sur la page et tu l'as redimensionnée avec l'outil de transformation manuelle. Mais quand on joue une vidéo dans le PDF, elle se met par-dessus la page à la dimension qu'elle a réellement. Elle déborde. Et donc, il faudrait la redimensionner dans Adobe Media Encoder, en fait. Oui. Mais c'est la même chose. On va continuer ici.
On va continuer ici sur la vidéo. Vous avez votre vidéo donc dans InDesign. Il faut déterminer déjà, je vais dire que je ne vais pas la lire au chargement de la page, parce que je voudrais que l'utilisateur puisse l'enclencher quand il veut, après avoir lu quelque chose qui est sur la page peut-être. Donc je décoche, en ayant la vidéo ici sélectionnée, je décoche lire au chargement de la page. Et il va falloir que je mette une barre de contrôle. Donc je vais choisir une des barres de contrôle qui sont proposées. Donc, je vais prendre le Skin Overall pour commencer. Voilà. Afficher la barre de contrôle au survol. Oui, c'est un peu foireux hein, dans cette version-ci d'InDesign. Les choses ne sont pas mises en entier. Mais donc, non, la barre de contrôle va apparaître en permanence, pas seulement quand je survole la vidéo. C'est un choix, donc, mais vous pouvez l'enclencher si vous voulez. Bon ben voilà, sur votre page 3, vous voyez le grand bouton qui est là, dont on voit le bord. Vous devez le déverrouiller par rapport au gabarit, essayer de faire un CTRL majuscule clic sur son bord. Alors si ça ne fonctionne pas, il va falloir aller voir dans la palette page pour voir s'il est verrouillé. Apparemment ici, quand je fais CTRL majuscule clic sur le bord du bouton sur la page 3, il ne veut pas se déverrouiller, je ne peux pas le supprimer donc. Donc, je double-clique sur le gabarit A. Je vais voir dans la palette des calques, le calque navigation est verrouillé. Est-ce qu'à l'intérieur, le grand rectangle est verrouillé? Non. Donc, normalement, avec le calque navigation déverrouillé, quand je suis sur la page 3 et que je fais CTRL majuscule et que je clique sur le bord du grand bouton, il se désolidarise du gabarit. Je peux enfoncer la touche suppression et ça marche. Il est supprimé. Et donc ma vidéo, il n'y a pas grand-chose qui a changé. J'ai toujours décoché lire au chargement de la page. Skin Overall est là, voilà. Et j'enregistre et j'exporte. Bien, et quand on clique sur la vidéo, elle se joue et j'ai le contrôle. Parfait. Alors, vous avez vu que la page, quand elle arrive, eh bien, on a une vidéo noire. C'est pas génial. Donc, vous allez pouvoir choisir ici, en bougeant le curseur, choisir quelle est l'image qui apparaît quand on arrivera sur la page de ce PDF. Il suffit de bouger le curseur ici et puis d'indiquer affiche. On est déjà de l'image en cours, c'est parfait. Par contre, il va falloir cliquer sur le petit bouton ici pour actualiser. Voilà, si vous changez d'image ici, il faut cliquer sur le petit bouton pour actualiser. Et voilà. Oui, parce qu'en fait, quand on arrive sur la page, la vidéo est une image fixe. Et elle s'enclenche uniquement quand je clique sur cette image fixe. Et elle se met par-dessus l'image fixe. Une vidéo arrive toujours au-dessus de tout le reste dans la mise en page. Si vous voulez, vous pouvez tester le recadrage de la vidéo. Et je vous dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas, même si dans un premier temps, on a l'impression que ça fonctionne. Si vous voulez recadrer la vidéo, la faire carrée, par exemple, ou couper un peu les bords, parce qu'il y a des bords noirs sur le côté, par exemple, ce qui est le cas ici, je pense, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Quand elle va jouer, elle va apparaître en entier telle qu'elle est vraiment. Même chose quand vous la redimensionnez. Voilà, en double-cliquant dessus, vous voyez le format réel de la vidéo, évidemment. Et vous voyez que j'ai recadré, mais ça ne va pas être pris en compte, elle va réellement se jouer à sa taille réelle. Alors, j'essaye ça.
Bon, ben vous voyez, ça fonctionne. Quand j'arrive sur la page, la vignette que j'ai choisie est là. Par contre, la vidéo apparaît en entier. On a à nouveau les bords noirs que j'ai essayé d'éviter en recadrant. Ben non, ça marche pas. Donc il faudra absolument recadrer avec Adobe Media Encoder. Et c'est un processus qui peut prendre un peu de temps, plusieurs minutes, pour recréer une vidéo au départ de la première. Et vous en profitez pour améliorer éventuellement les couleurs, mettre un autre son. Enfin, ceci dit, on peut le faire aussi dans Photoshop. Ce qui revient au même en fait, que d'aller dans Adobe Media Encoder, parce que quand vous êtes dans le panneau montage vidéo de Photoshop, dès que vous demandez de faire le rendu, ça passe dans Adobe Media Encoder. Donc là, on a une vidéo qui est dans le PDF, ce qui nous fait un PDF assez lourd. Si je regarde un peu les documents ici, j'ai une vidéo qui a une taille de 27,1 mégaoctets. J'ai un document InDesign qui a une taille de 2,4 mégaoctets. Mais le PDF, lui, il fait 27,2. Ben oui, parce qu'en fait, dans le document InDesign, la vidéo n'y est pas, c'est un lien. Un lien vers le fichier de la vidéo qui est sur le disque dur, on est d'accord. Si je vais dans InDesign, là, on voit que dans la palette lien, on a un élément qui est notre vidéo MP4 en fait. Donc la vidéo n'est pas réellement dans le document InDesign, c'est un fichier lié. Mais quand j'exporte le PDF, la vidéo se met dans le PDF, c'est logique, il faut qu'elle accompagne le PDF pour que le PDF montre la vidéo quand on le lit. C'est pour ça que le PDF, lui, il est très lourd. Et donc ça, c'est un problème quand on a des vidéos lourdes. Vous pouvez avoir des PDF qui font 500 mégas. Ce n'est pas acceptable, évidemment. Si vous avez plein de vidéos, voire même plus que 500 mégas, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça qu'il vaut mieux externaliser les ressources vidéo sur un serveur et on aura un tout petit PDF. Et quand les gens cliquent sur la vidéo dans le PDF, ça fait appel au serveur. Si vous avez un PDF avec 80 vidéos, que les personnes sont intéressées par voir que 2 ou 3 vidéos, ils ne vont pas devoir se taper un gros fichier PDF juste pour 2 ou 3 vidéos. Bon, donc ici, j'ai vu que mon recadrage ne fonctionne pas, donc je resélectionne l'objet et je vais demander menu objet contenu, menu objet ajustement, ajuster le bloc au contenu. Et voilà, le bloc s'est agrandi pour se coller sur les bords de la vidéo, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'elle va apparaître dans le PDF. Pas de recadrage possible dans InDesign pour des vidéos. Alors, dans le menu de la palette multimédia, vous avez les options PDF. Et là, vous voyez qu'il y a possibilité de demander que la vidéo se lise dans une fenêtre flottante. Où ça, par rapport au PDF, au centre ou alors à un autre endroit. À quelle taille? Ben, par exemple, taille 2 fois éventuellement, parce que c'est une toute petite vidéo, donc je peux l'agrandir. Ce sera flou bien sûr, mais ce sera plus grand sur l'écran. Donc c'est vous qui voyez. La vidéo sera toujours dans le PDF, mais quand on va cliquer sur elle pour la lire, elle va se lire dans une fenêtre à part. Je teste ça pour vous montrer. Je réexporte donc en PDF interactif. Voilà, donc quand on arrive sur la page et qu'on clique sur la vidéo, elle s'ouvre et elle n'est pas à la taille 2 fois. Ça c'est foireux par contre. Elle est à la taille normale. Bon, pourquoi ça? C'est un peu ennuyeux. Mais bon, de toute façon, c'est pas plus mal de la lire sur la page en fait. Pourtant, dans les options PDF, il est demandé qu'elle se lise à la taille 2 fois.
Bon, je vais essayer 4 fois, mais je pense pas que ça va changer quelque chose. Ceci dit, il y a certains skins qui vous permettent de les faire passer plein écran aussi. Ah tiens, là ça marche 4 fois. Bon. En demandant qu'elle se lise à la taille 4 fois, vous voyez, elle se lit dans une fenêtre flottante. Voilà. Touche Escape et ça ne marche pas. Touche Escape, c'est pour sortir du mode plein écran. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette vidéo? Bon, il y a le bouton stop, oui, mais il faudrait que je puisse... Ah, mais... Oh, qu'est-ce que c'est hyper vicieux. Regardez ça. On a une croix, là. Une croix pour fermer la vidéo. Vous avez vu la taille de cette croix? C'est... Il faut le savoir. Hein. C'est vicieux, comme dirait l'autre. Voilà, donc faites pas ça. Ne demandez pas que les vidéos s'ouvrent dans une fenêtre. Les gens vont pas savoir comment la fermer, en fait. Moi, je vois pas mon dessin ma vidéo dans... Alors, toujours dans le panneau multimédia, vous avez des points de navigation, c'est-à-dire que pour une vidéo assez grande, vous avez la possibilité, une vidéo longue, vous avez la possibilité de mettre des points pour accéder directement à une partie de la vidéo. Je vous conseille de ne pas trop utiliser ça parce que vous pouvez très bien avec Media Encoder ou Photoshop faire d'une vidéo plusieurs petites vidéos et scinder comme ça. Mais voilà, c'est ça les points de navigation. C'est pour aller directement à un certain endroit d'une vidéo. Alors on va voir si on peut externaliser la vidéo au lieu de la mettre dans le PDF. Et pour ça, il vous faut un espace web. Typiquement, ça coûte dans les 25 € par an, avec le nom de domaine, un espace de 25 gigas. Et avec un logiciel FTP, donc avec un logiciel FTP, vous transférez sur votre espace web et on récupère l'URL, donc l'adresse web de la vidéo qu'on a mise sur l'espace web. Bon, ben ici, je vais déplacer la vidéo qui... D'abord, je vérifie qu'au niveau du nom de la vidéo, la nomenclature est compatible web. Il ne faut pas d'espace, il ne faut pas d'accent, il ne faut pas de chiffre qui commence le nom. Il ne faut pas que ce soit trop long. Bon, il ne faut rien, quoi. Et donc, apparemment, c'est bien, puisque c'est logique, parce qu'elle vient du web, en fait. Donc, elle est forcément web compliant au niveau du nom. Je la déplace sans la compresser, parce que ce n'est pas un zip que je mets, c'est la vidéo lisible directement. Voilà, elle est transférée. Ça a été assez vite ici. Le web est rapide. On était à du 5 ou 6 mégasecondes. Donc, cette vidéo de 27 mégas, en 5 secondes, elle a été transférée. Et je vais récupérer le chemin et voir si ça fonctionne dans un navigateur web. Et ça, évidemment, vous ne le faites pas. Je vais vous refiler l'adresse après. Bon, moi, je l'ai mis sur un espace web qui est lié au nom de domaine court indesign.com, mais ça a peu d'importance, en fait. Vous pourriez même mettre n'importe quoi comme nom de domaine. Les gens ne vont pas le voir, ça, en fait. Hein. Quand ils vont lire le PDF, ils ne savent pas où est la vidéo. Donc, ça n'a pas une importance énorme. Sur quel espace web vous mettez ça? Alors, je touche Entrée, et voilà, la vidéo se joue. Elle est toute petite, en fait. Parce que là, c'est la taille qu'elle a réellement, en fait. Quand on la voyait sur le site où on était allé la chercher, ils avaient doublé la taille de la vidéo déjà, à l'affichage. Ok, donc l'URL, je l'ai. Si j'ai pensé à la copier, parce que là, je viens de fermer l'image bêtement. Oui, j'ai pensé à la copier.
C'est ces petits moutons qui me perturbent, ces souris. Ok. Alors, voyons si je peux faire... Normalement, c'est ça que je transfère dans InDesign, en fait, cette URL-là. Mais pour vous, je vais voir si je peux vous faire une version raccourcie qui fonctionne avec Bitly. Avec Bibi? Bitly. Oui, elle fonctionne. Donc, vous pouvez noter quelque part cette adresse-là. C'est l'adresse vers la vidéo qui est sur le serveur. Vous la notez dans un fichier texte dans InDesign ou dans WordPad ou peu importe, ou sur un bout de papier. Voilà. Et dans InDesign, ici, je vais sélectionner la vidéo que j'ai intégrée dans InDesign. Et dans le menu ici, je vais dire vidéo à partir d'une URL. Voilà. Alors, je colle l'adresse Bitly, ça devrait fonctionner. OK. Conforme à Flash Player, ça c'est ennuyeux. Donc il voudrait du Flash. Ça c'est ennuyeux. Ou alors c'est qu'il veut la vraie adresse. Je teste. Ça paraît logique. Il veut un truc qui termine par MP4 sans doute. Bougez pas. Je teste et puis après avec l'adresse Bitly que je vous ai refilée, vous pourrez sans doute le faire. Alors. Bon, ben là, ça marche. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous allez, dans un navigateur web, taper l'adresse Bitly que je vous ai refilée. Touche Entrée sur le clavier et ça va vous afficher cette véritable adresse, en fait, qui est la véritable adresse vers le serveur avec tout le chemin et ça termine par le nom de la vidéo avec son extension .mp4. Et ça, vous le copiez, tout ce chemin. HTTP jusque MP4, tout ça, on le copie. Et c'est ça que vous allez coller dans InDesign, ici, en sélectionnant le bloc vidéo, vidéo à partir d'une URL. Il faut coller et faire OK. Et ça, il n'y a pas de message d'erreur, apparemment, il la voit. Ok, alors ça, j'essaye, je l'enregistre, ce document. Voilà. Il est possible que... oui, si quand on la lit ici, ça va. Il va falloir que je redétermine peut-être l'image... voilà, l'image poster, on appelle ça. Ce qu'ils appellent ici l'affiche. Donc en sélectionnant sur la barre ici, puis le bouton là. Ah oui, au fait, vous pourriez aussi aller charger une image qui est sur votre disque dur et qui servirait d'image poster. Donc par exemple, oui, vous indiquez cliquez pour lancer la vidéo. Hein, faites ça dans un truc dans Photoshop, une image qui s'appelle cliquer pour lancer la vidéo et à ce moment-là, ce sera ça que vous allez utiliser comme image de poster par exemple. C'est pas nécessairement une des images de la vidéo qu'on va voir là. Ok, donc je vais exporter ce document. Tester dans Acrobat. Bon, c'est bien l'image que j'avais choisie. Quand je clique sur elle, lecture, ça se lance, ça fonctionne. Tant que j'ai une connexion Internet, évidemment. Mais alors, la différence par rapport à ce qu'on a fait avant, parce que là, tout le monde se dit, mais c'est la même chose que ce qu'on a fait avant. Ben non, regardez,
Mon premier PDF avec la vidéo qui est dedans, il faisait 27,2 mégas parce que ma vidéo faisait comme taille 27,1. Le deuxième PDF que je viens de faire là et d'ouvrir, il ne fait plus que 104 kilooctets, c'est-à-dire 0,1 mégas. C'est minuscule et pourtant la vidéo de 25 mégas est accessible et je pourrais en mettre plein d'autres dans ce PDF. Tant qu'elles sont sur le serveur, ça marche. C'est ça l'intérêt d'externaliser les vidéos. Je transfère un PDF très léger aux gens et malgré tout, ils peuvent voir à distance tant qu'ils ont une connexion Internet. Donc, vous avez téléchargé le fichier qui est à cette adresse. Je vous ai mis une version raccourcie de l'adresse ici. Et donc, ce fichier zip, quand vous le dézippez, il va vous montrer ceci. Donc, vous vous souvenez qu'on avait mis un grand bouton sur la page dans notre document interactif. Et ce grand bouton avait pour but que quand on clique sur la page dans Acrobat Reader, ben ça ne passe pas à la page suivante. Mais il empêchait aussi les boutons de fonctionner. Et donc voilà la solution. Vous allez voir, c'est assez tordu. Alors vous pouvez double-cliquer sur... pour ouvrir, vous pouvez ouvrir le document qui s'appelle phase 1. Normalement, il va proposer de l'ouvrir plein écran. Voilà, donc quand je double-clique, ça propose de l'ouvrir plein écran. Je réponds oui. Donc, quand vous cliquez sur le bouton, sur le carré bleu, il y a un carré rouge qui apparaît. Quand vous cliquez sur le rouge, c'est un bleu qui apparaît. Donc, c'est un simple système de bascule d'affichage facile à faire. Le problème, c'est que quand vous cliquez en dehors du carré, n'importe où, ça passe à la page suivante. C'est donc ça le problème qu'on avait. Donc on va fermer le PDF et ouvrir le deuxième, phase 2. Là aussi, ça propose de l'ouvrir plein écran. Quand on clique sur le carré, ben, même chose. Et cette fois-ci, vous voyez que j'ai mis un fond un peu bleuté. C'est un grand bouton qui est à l'arrière, comme on avait fait. Quand on clique, ça ne passe pas à la page suivante. Mais si j'essaye de recliquer sur le carré, ça ne fonctionne plus. Donc c'est foireux. En effet, le grand bouton qui est derrière permet que ça ne passe pas à la page suivante quand je suis dans Acrobat Reader, mais il empêche que les boutons continuent de fonctionner. Donc je vais fermer ça. Et j'ouvre maintenant le troisième qui est le bon. Et on va tester dans votre Acrobat Reader sur votre ordinateur pour voir si ça fonctionne aussi. Phase 3. Quand je clique sur le carré, ben ça marche. Quand je clique sur le bouton, ça ne passe pas à la page suivante. Quand je reclique sur le carré, il continue à fonctionner. Parfait, c'est ce qu'il nous faut. Pouvoir mettre un grand bouton en fond et avoir la possibilité d'en mettre d'autres sur la page et qui continuent à fonctionner. Excellent, ça. Bien. Bon, ben on va observer comment c'est fait. Donc, je vais tester dans InDesign CC 2015, puisque c'est là-dedans que ça a été fait. Alors, j'ouvre le document phase 1. Où on a nos deux boutons. Je vais aller voir dans Objet interactif, boutons et formulaire. Alors on ne va pas le refaire ensemble, ça prendrait trop de temps, mais on va juste analyser comment ça a été fait. Donc le bouton ici s'appelle bleu.
il a une option afficher, masquer les boutons et les formulaires. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se masque lui-même quand on clique sur lui. Et il affiche le rouge. Le rouge, quant à lui, affiche le bleu et se masque lui-même. Et dans la palette page, on a une deuxième page. Et c'est à cette deuxième page qu'on passe quand on clique n'importe où en dehors des boutons sur la première page, quand on est dans Acrobat Reader. Ok, je ferme ça. J'ouvre le fichier InDesign suivant, phase 2. Sur la page 1, vous retrouvez les mêmes deux boutons et en fond d'écran, il y a un bouton qui a été mis dans le gabarit. On va aller voir ça, on va double-cliquer sur le gabarit A. Voilà, le grand bouton est là. Qu'est-ce qu'il fait ce grand bouton? Bon, il s'appelle fond 3 et il n'a aucun script d'action sur lui. Son but est d'empêcher que quand on clique sur le fond de la page, ça passe à la page suivante. Et dans la palette des calques, on va remarquer qu'il a été mis sur un calque qui se trouve en dessous des autres. Calque 2 ici, qui a été créé après calque 1, mais qui a été mis en dessous du calque 1. Et si je suis sur la page 1, je vois que les boutons, eux, sont sur le calque 1, à un niveau supérieur. C'est important. Donc le fond vient du gabarit et a été mis sur un calque qui est en dessous du calque qui contient les boutons interactifs sur les pages. Jusque-là, ça va? Pas de problème? On suit? Bon, ben on va fermer ça parce qu'on a vu que c'était toujours pas la bonne solution, que ça pose encore des problèmes, puisque en effet, le grand bouton empêche de passer à la page suivante quand on est dans Acrobat Reader, mais il désactive l'action des boutons rouge et bleu. Et donc, je vais ouvrir maintenant phase 3 dans InDesign. C'est la même chose, sauf que dans le gabarit, le grand bouton, il est toujours sur le calque 2, pas de problème, en dessous à un niveau inférieur. Mais il a une action. Et en fait, il y en a deux des grands boutons. Dans la palette des calques, vous pouvez ouvrir et vous allez voir qu'il y a deux grands boutons identiques superposés, fond 3 et fond 4. Vous savez que vous pouvez les sélectionner comme ça dans la palette des calques. Voyons un peu ce qu'ils font. Le fond 3, quand on clique sur lui, il se fait disparaître lui-même, il fait apparaître le fond 4. Le fond 4, quand on clique sur lui, il se fait disparaître lui-même, il fait apparaître le fond 3. Et donc, c'est la condition pour que ça fonctionne, cette histoire de fond. Il faut que le bouton fasse une action, et l'action qu'il va faire, c'est se désafficher lui-même et afficher son jumeau. Et son jumeau, quand on clique sur lui, il se désaffiche et il affiche l'autre. Et c'est pour ça que les deux autres boutons, rouge et bleu sur la page 1, continuent de fonctionner. Voilà, voilà. Donc vous avez l'astuce pour régler le problème. Donc ce qu'on obtient, c'est donc ceci. Les boutons rouge et bleu fonctionnent. Quand on clique en dehors d'eux, on ne voit rien du tout qui change, mais en réalité, il y a deux boutons qui swappent, qui s'échangent. Et les deux autres boutons continuent à fonctionner en permanence. Parfait. C'est un truc connu. Hein. Enfin, connu. Quand on cherche bien sur le web, on trouve l'astuce. Elle est bien cachée, mais parce que ça, évidemment, ça n'intéresse pas énormément de personnes qui sont dans InDesign. Il faut faire du InDesign interactif assez avancé pour s'intéresser à ça.